Bonjour et bienvenue à cet entretien. On les surnomme le chasseur de ténèbres. Notre invité a reçu la lourde responsabilité d'apporter de la lumière dans les villages, groupements et territoires du Grand Kasaï, longtemps dans le noir. Vous l'avez peut-être deviné, nous recevons dans le cadre de cet entretien M. Damien Twambilangana, coordonnateur de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain POUL du Grand Kasaï. M. Damien, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. M. Damien, il y a une année, ou presque, l'on vous recevait dans cet entretien pour parler de vos missions et du travail que vous devriez faire dans la région du Grand Kasaï. Votre travail, je l'ai résumé tout à l'heure, est d'apporter de l'énergie, d'apporter de la lumière dans nos territoires, nos villages, nos localités, nos groupements où depuis l'indépendance, les populations n'ont jamais vu de la lumière. Aujourd'hui, près d'une année après ou un peu plus, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce que ce travail porte des fruits? Merci pour la question. Le travail porte du fruit. Notre travail qui est très technique, c'est un processus qui implique en même temps une dimension technique, une dimension financière et une dimension en tout cas de lobbying au niveau international. Alors ça fait quand même une année que nous existons et une année effectivement que nous avons commencé à travailler pour le Grand Kasaï, particulièrement pour ce qui concerne mon pool. Et il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc vous savez, lorsqu'on avait déjà eu des échanges la première fois, je vous citais des sites qui avaient été identifiés et sur lesquels il fallait faire des études pour les sites des centrales hydroélectriques et même pour des centrales solaires. Et toutes ces choses ont été faites pendant toute cette année. On a beaucoup d'études disponibles aujourd'hui par rapport à plusieurs sites. Vous allez vous souvenir aussi que je vous ai même cité des noms des partenaires qui venaient à peine d'arriver dans le Grand Kasaï et avec qui nous sommes très avancés aussi, ou avec lesquels les études sont terminées aussi et nous sommes à une étape beaucoup plus opérationnelle. Donc nous sommes très avancés. Je pense que pendant l'émission, il y aura beaucoup plus de détails sur ça. Est-ce que il y a déjà de premiers signes, à part le travail technique que vous faites, pouvez-vous nous citer aujourd'hui des entités où l'on a vu de la lumière grâce au travail que fait l'ANSER sur terre? Oui, mais aujourd'hui déjà, pour ne pas citer que le Kasaï, nous avons, il y a peut-être un mois, électrifié une ville, un village plutôt, dans la province de Bandundu, Ipamu, ça s'appelle, et où effectivement nous avons eu à changer la vie des gens. C'était un très joli test. Avant ça, nous avions plutôt travaillé aussi dans toutes les questions d'éclairage public, mais Ipamu reste quand même un peu notre projet test qui a vraiment marché. Il y a une mission catholique dans la zone, il y a des écoles, il y avait vraiment de l'obscurité. Et après le projet, je crois qu'il y a même moyen de partager des images avec vous. Après les projets, on a bien vu qu'effectivement l'électricité peut changer la vie des gens, au sens propre et au sens figuré. Et ça, c'est une belle expérience d'ailleurs qui nous a permis de pouvoir maintenant articuler même un peu plus différemment tous les projets que nous avons sur l'ensemble du Kasaï. C'était une expérience de terrain qui nous a équipés pour mieux organiser nos plans locaux d'électrification dans le Grand Kasaï. Dans le Grand Kasaï, nous avons été à Kabeakamwanga où on a fait la même chose que Ipamu, en ciblant tout simplement déjà quelques centres visibles, la police, le centre de santé, la maison de l'administration. Alors, mais c'est plutôt maintenant que nous entrons vraiment dans le processus plus opérationnel dans la zone Grand Kasaï. Et à Kabeakamwanga particulièrement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez installé une microcentrale solaire? Est-ce que vous avez tout simplement installé quelques panneaux et puis quelques ampoules? Quel est le travail de fond qui a été fait? Oui, mais c'est effectivement ça. Ce travail, c'est un travail qui veut des tests qui fonctionnent. Kabeakamwanga, c'était des tests aussi. C'était une sorte de mini-grid où on avait juste ciblé un centre de santé, la police et puis la maison de l'administration communale. Ce sont des mini-grids qui nous permettent vraiment de tester la fonctionnalité des systèmes que nous apportons, surtout les systèmes solaires qui généralement parfois apportent de l'inquiétude dans les têtes des gens. Donc à Kabeakamwanga, c'était ça. Mais c'est surtout maintenant que nous sommes vraiment équipés et prêts
maintenant à lancer le côté plus pratique de ce que nous sommes en train de faire. Vous nous disiez également il y a une année que votre travail est également d'élever des fonds, de mobiliser les potentiels partenaires pour qu'ils viennent investir dans ces secteurs-là, dans ces milieux-là. Et on vous voit très régulièrement sur terrain avec tous ces partenaires pour des études de faisabilité. Vous nous dites ici que la plupart des études sont presque terminées. Pourquoi avoir pris autant de temps pour faire des études? Quand est-ce que finalement l'installation des micro-barrages, des micro-centrales solaires vont démarrer? Mais on joue aussi le rôle de hub, comme on dit, entre des partenaires internationaux et les structures locales. Vous savez, le secteur de l'électricité a été libéralisé. Donc nous encourageons des partenaires locaux et internationaux à venir. On en a reçu, et même à notre première interview, on en a cité quelques-uns. MyHydro, pour citer MyHydro par exemple, que j'ai cité à notre première interview, on a fini des études avec eux, et là nous sommes vraiment à une étape de formalisation. Dans le secteur de l'électricité pour les entreprises privées, il y a une procédure administrative qui parfois aussi nous pose des problèmes, ça nous fait perdre du temps. Parce qu'une entreprise qui veut implémenter comme Hydro une centrale hydroélectrique de 4 MW sur la Loubi à Kabia Kamanga, il faut qu'il ait ce qu'on appelle la concession, qui est une autorisation officielle du gouverneur de province pour faire cela. Mais le gouverneur de province ne peut lui donner cette concession que sur base d'un document technique qui est validé par l'agence de régulation de l'énergie et l'ANSER. Et en même temps, il y a toutes ces questions de passation des marchés pour lesquelles il faut obtenir des avis de non-objection. Et toutes ces procédures peuvent vous prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois. Alors, nous avons au niveau interne réglé ce problème pour essayer de trouver des mécanismes d'aller plus rapidement, parce qu'effectivement, ça nous fait perdre du temps, d'aller beaucoup plus rapidement et encourager nos entrepreneurs à aller sur les terrains. Donc, MyHydro est à cette étape-là. Nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent obtenir la concession, pour lancer les travaux, parce qu'eux, ils sont finis des études. Ils ont leurs moyens financiers et c'est l'autorisation qui manque. Et c'est une occasion de pouvoir interpeller les autorités concernées, de faciliter ces choses-là, parce que l'électrification, l'énergie, l'électricité, c'est le moteur déterminant de développement. Ne pas faciliter ces choses-là, c'est retarder le développement ou bloquer le développement. Nous parlons aussi d'un autre entrepreneur qui s'appelle Ashfar, qui est venu aussi avec nous, qui est allé, lui c'est un Ghanéen, il est parti avec nous jusqu'à Demba, où ensemble on a identifié un site. On a fait des études pendant toute cette période. Maintenant, on en est à la même étape. D'ailleurs, lui, il vient même s'installer carrément à Kananga, où on lui a déjà trouvé des installations pour qu'il implémente ses bureaux. Ce sont des partenaires qui nous accompagnent. Donc, lui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est cette étape-là de concession, de formalisation dans laquelle nous sommes. Et nous espérons aller vite pour que ces entrepreneurs puissent se lancer des travaux. Nous sommes l'État. Nous sommes l'État. Nous avons aussi un plan. Donc aujourd'hui d'ailleurs je devrais annoncer, quand j'ai dit que maintenant on a fini les études et tout ça, maintenant nous sommes dans la phase opérationnelle, nous nous sommes fixés d'ailleurs un délai, en tout cas notre souhait dans le processus dans lequel nous sommes est que le nouvel an, le jour de Noël, soit fêté dans le Grand Kasaï avec de la lumière. Nous avons maintenant des fonds pour électrifier une vingtaine de sites dans le Grand Kasaï qui avaient déjà été identifiés en amont, et ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est d'ailleurs documenter ces sites pour finaliser en fait les tracés des réseaux de manière à ce que nous lancions les opérations. Et aujourd'hui, pour vous donner même les détails, les délais, c'est que nous nous sommes dit le mois de juillet et août sera la période des contractualisations, parce que nous lançons les appels d'offres au mois de juillet. Les entreprises vont répondre, mais pendant 2 mois, c'est la période où on essaie de faire toutes les formalités jusqu'à la contractualisation. Le mois de septembre et octobre, c'est la logistique. Vous savez, faire venir du matériel de l'extérieur, les amener dans des zones reculées, il faut les amener à Miabi, les amener à Mupompa, les amener à Demba, les amener dans ces zones reculées. Nous avons des problèmes très sérieux de route pour acheminer le matériel. Le mois de septembre-octobre va servir à régler les questions des logistiques, et aujourd'hui nous rencontrons les gouverneurs des provinces. Nous les avons tous rencontrés et nous leur avons dit que nous venons pour implémenter des systèmes de production d'énergie, mais les routes nous poseront des problèmes. Nous avons sollicité leur accompagnement avec des instructions qu'ils peuvent donner à l'office de route ou à l'OVD ou le VDA pour faciliter n'infuse que les sections difficiles de passage par les camions, de manière à ce que les camions puissent acheminer beaucoup plus facilement les matériels pendant cette période. Et le mois de novembre et décembre, c'est la période vraiment d'implémentation des centrales sur les sites qui ont déjà été choisis au niveau
niveau du Grand Kasaï et nous pensons qu'en tout cas, avant le 25 décembre, nous aurons finalisé tous ces sites qui sont identifiés et que notre population dans ces zones concernées pourrait en tout cas fêter avec la lumière. Parmi les études que vous faites sur terrain, vous évaluez aussi les capacités socio-économiques de la population. Pourquoi? Parce que vous devez vendre de l'énergie, vous évaluez le coût, combien sera fixé le prix du kilowatt et tout. Oui, mais à chaque descente sur les terrains, nous sommes une équipe multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Nous avons des ingénieurs, des techniciens, mais nous avons aussi des techniciens de tout ce qui est socio-économie, c'est-à-dire qu'on fait des enquêtes socio-économiques. Ces enquêtes nous permettent en fait d'une part de comprendre la situation socio-économique, l'état des lieux socio-économique de la zone, ça c'est un. La capacité financière des populations, leur volonté à payer, ça nous permet de comprendre c'est quoi leur revenu, ça nous permet de comprendre le potentiel, les ressources naturelles en fait de la zone, quel est le potentiel qu'ils ont, le potentiel qui peut être exploité de manière à devenir beaucoup plus productif s'il y a de l'énergie. On fait cet état des lieux et au-delà de ça, nous essayons de voir quel est le pouvoir d'achat. Est-ce que l'énergie, l'investissement qu'on va faire dans la zone, le prix du kilowattheure que nous allons fixer est-il accessible à ces populations? Parce que le but c'est qu'ils aient accès à l'énergie. Alors si par exemple on constate effectivement que le prix du kilowattheure par rapport au calcul de rentabilité par exemple nous impose à fixer le prix à 50 centimes, que la population ne peut payer que 10 centimes le kilowattheure, nous avons en serre ce qu'on appelle le fonds Mwinda. Ce fonds Mwinda, le but aussi c'est ça, c'est de venir payer le gap, subventionner le gap. Nous payons 40 centimes à l'opérateur de manière à ce qu'il maintienne les systèmes de production et que la population ait accès à l'énergie. Et vous savez, l'énergie, ça booste le développement. Ça ne va pas se faire de manière éternelle. Nous allons observer pendant le temps qu'il faut pour que le développement soit boosté et que nous puissions finalement retirer la subvention puisque finalement il y a un boosting de développement socio-économique global dans la zone. On a quand même comme l'impression que vous mettez un focus particulier sur Kabé et Kamanga et un peu moins Miabi et puis dans le Kasaï central, vous avez cité Ndemba tout à l'heure. Pourtant, le Grand Kasaï, ce ne sont pas seulement ces territoires. Est-ce que vous avez un intérêt particulier pour ces territoires ou tout simplement ils sont plus viables que les autres en termes des études de rentabilité que vous avez effectuées sur terrain? On vous voit pas régulièrement dans d'autres coins de la région. Non, mais nous avons été partout. C'est vrai que le seul coin qui nous reste, c'est le Sankourou, où nous allons, déjà la semaine prochaine. Nous pensions, déjà une équipe est partie ce matin à Cabinda. L'équipe arrivera jusqu'à Lubao, à Tchofa particulièrement. On avait prévu que l'équipe puisse aller plus loin, jusqu'à Lumumba-Ville, où nous devons aussi installer une petite centrale. Il y a d'énormes difficultés de route pour accéder à ces zones-là, mais nous sommes en train de trouver des solutions par rapport à ça. Mais la semaine prochaine, on sera déjà dans le Sankourou. Mais le reste des provinces, on a été. Nous avons, quand je cite une vingtaine de sites, c'est dans les 5 provinces du Grand Kasaï. Nous avons des sites dans les Sankourou. Il y a des sites ici au Kasaï, Tchekapa, Kamonia, Ilebo et tout ça. Nous avons choisi des sites dans le Kasaï central. Il n'y a pas que Demba, il y a vraiment le Kasaï oriental. On a été partout. Je ne peux pas citer les 26 territoires du Grand Kasaï, mais je cite certains sites qui me reviennent en tête. Mais nous prenons en compte tous les territoires, tous les 26 territoires de l'ensemble du Grand Kasaï dans ce projet. Parlons maintenant de fonds. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez déjà mis de côté de l'argent pour électrifier 20 sites d'ici la fin de l'année. C'est 2023 déjà? Non, 2022. Cette année, 2022. Cette année, oui. Avant la fin de cette année, et que les populations puissent fêter la Noël, le Nouvel An, avec de l'électricité, de l'énergie électrique. Ces fonds, d'où viennent-ils? Sont combien de fonds? C'est dans le cadre du fonds Mwinda où vous avez mis de côté de l'argent qui vous est venu du trésor public. Pouvez-vous nous expliquer finalement le montage financier que vous avez fait pour arriver à dégager tous ces fonds? Bon, au départ, il faut d'abord que notre population sache que Anser, c'est aussi un fonds qui est censé être alimenté par des redevances fixées par l'État. L'État congolais
au travers des textes réglementaires disponibles, à fixer des redevances qui doivent revenir à l'ANSER. C'est-à-dire dans les mois, années à venir, dans nos factures de consommation d'électricité, quel que soit l'opérateur, il y aura un petit pourcentage qui sera réservé à ANSER pour constituer une masse financière qui va aider à faire l'électrification rurale. Ça, c'est quelque chose d'important que les gens doivent savoir. La deuxième chose, je disais que nous travaillons beaucoup en ouverture avec des partenaires internationaux qui amènent leurs fonds, puisque le secteur a été libéralisé. Notre mission dans ce contexte-là, c'est de faciliter administrativement et techniquement tous les partenaires qui amènent des fonds. Pour nous, nous comptabilisons cela aussi comme des fonds qui nous accompagnent pour des solutions d'électrification rurale. Troisièmement, c'est le trésor public. C'est clair que le trésor public, dans les budgets de l'État, il y a des postes prévus pour des projets de l'ANSER. Donc, je donne un exemple, c'est que sur les 64 projets qui avaient été validés dans la loi des finances, par exemple, il y a un budget de 72 millions de dollars qui est prévu. Je crois que c'est même la toute première fois qu'on ait, pour le secteur de l'énergie, un montant comme ça disponibilisé par l'État. Maintenant, c'est le moment de pouvoir évoquer la difficulté, en fait, à ce niveau-là. La difficulté n'est pas, je l'ai dit dans notre émission la fois passée, elle n'est pas technique. Aujourd'hui, toutes les techniques dans les secteurs de production d'énergie sont maîtrisées. Que ce soit l'hydro, le solaire, l'éolien, c'est maîtrisé. Même dans notre pays, c'est des techniques qui sont maîtrisées. La technologie existe, elle est maintenant universelle. C'est-à-dire, tout le monde, on sait où on peut aller s'approvisionner en nouvelles technologies. C'est pas ça le problème. C'est pas les études. La difficulté aujourd'hui, ce n'est même plus tellement administrative, parce que hier, elle l'était. Mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a trouvé des mécanismes pour aller vite un peu dans les démarches administratives. La difficulté reste financière, pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce qu'il est très très difficile de faire décaisser des moyens financiers du trésor public. C'est en fait là la difficulté. Les 72 millions de dollars sont là, mais il y a d'énormes difficultés à pouvoir faire décaisser cet argent pour commencer l'implémentation des projets. Je vous cite par exemple les projets des 145 territoires. L'argent est déjà là, même mise à disposition des agences d'exécution. Et le projet devait commencer déjà depuis le mois de février. Mais nous sommes au mois de juillet. Il y a cette difficulté de décaissement. Pourquoi? Je n'en sais rien. Derrière, je n'en sais rien. Alors, mais cette fois-ci, nous avons réussi à faire, on a mis sur pied un mécanisme, une dynamique pour que nous puissions en tout cas faire un lobbying et faire décaisser des moyens financiers. Et c'est ça qu'on a réussi récemment à faire décaisser une partie de fonds pour l'électrification. Et bien moi, en tant que coordonnateur du Grand Kasaï, j'ai milité un peu plus pour le Grand Kasaï. Et c'est ainsi que là, je suis très impliqué dans des projets que nous allons devoir implémenter sur l'ensemble du Grand Kasaï. Donc pour conclure, les fonds que nous utilisons, que nous allons utiliser maintenant, ce sont des fonds du trésor public. Mais alors, il faut aussi ajouter une chose, c'est qu'au mois de janvier, on a eu une table ronde à Kinshasa où nous avons mobilisé des partenaires internationaux. Par exemple, la Banque mondiale s'est engagée à disponibiliser 60 millions de dollars pour le fonds Mwinda. La BAD, par exemple, a prévu de disponibiliser de l'argent pour les formations. J'ai vu que ça ne sont que des intentions. Oui, notre directeur général a signé récemment un accord avec l'ambassadeur de la Suède pour 32 millions de dollars. Ce sont des promesses réelles. Mais en fait, c'est plutôt la lourdeur des processus avec les institutions internationales. Ils vont effectivement disponibiliser ces moyens, mais c'est aussi un processus. Donc ça, c'est déjà aussi confirmé, une des sources des financements que nous allons avoir évidemment dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, par rapport au programme dans lequel nous sommes impliqués au niveau du Grand Kasaï, en tout cas, le chef de l'État a dû intervenir aussi pour que nous puissions avoir ces moyens et maintenant implémenter des projets. Vous avez réuni à Kinshasa récemment les personnalités du Grand Kasaï, les leaders du Grand Kasaï. C'était pour quelle raison? Oui, mais c'est ça. C'était une démarche pour faire un lobbying en fait. L'idée c'est clair, je le dis de manière la plus claire. C'était pour faire un lobbying, pour essayer d'accélérer le décaissement de fonds. Ça, c'était un des objectifs, mais l'autre, c'était de les responsabiliser aussi. Parce que l'attitude de nos leaders, l'attitude de nos populations, c'est comme si on attend qu'une solution vienne. Alors que ça demande l'implication de tout le monde. Si la décision du décaissement de fonds est politique, il faut impliquer les politiques. Nous avons invité les députés, les gouverneurs des provinces, nous avons invité des notables. Et les gouverneurs des provinces, c'était très intéressant de les avoir avec nous. Pourquoi? Parce que c'était aussi une opportunité de leur dire, nous sommes là
pour toutes les questions qui touchent au développement de nos provinces, particulièrement sur le volet électrification. Mais nous parlons aussi des services énergétiques. C'est tous les projets qui peuvent utiliser de l'énergie. C'est pour leur dire nous sommes là, en fait, notre mission, c'est d'accompagner, de les accompagner, de les appuyer. Ils peuvent compter sur nous comme un outil conseil opérationnel. Hein, on devait leur faire passer ce message-là aussi, et ça s'est très bien passé. Donc le forum de l'hôtel du fleuve à Kinshasa, c'était pour réunir les notables du Grand Kasaï, les leaders du Grand Kasaï, et leur parler du fait que nous avons des possibilités d'implémenter des projets dans notre région, mais il faudrait que tout le monde s'implique pour qu'on ait les moyens de l'État pour le faire. Et je pense que c'est quelque chose qui a quand même fonctionné parce que ça a été un outil qui a sensibilisé et qui a permis effectivement qu'avec le dynamisme de notre direction générale de pouvoir aboutir à ces fins, quoi. Voilà. Vous êtes une structure gouvernementale qui existe depuis 2014 mais qui a été activée par le président de la République il y a un peu plus d'une année maintenant. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous forcez la main du gouvernement pour avoir les moyens. Est-ce qu'il y a un problème qui se pose en face de vous, de volonté politique? Est-ce que vous n'êtes pas finalement en train de faire des choses qui ne relèvent pas de la volonté du gouvernement qui, en principe, devrait vous accompagner de manière systématique? Ben oui, mais c'est ça, c'est logique, ça c'est logique en fait. Ça c'est logique que le gouvernement doit de manière automatique comprendre que pour que ce pays se redresse, il faut de l'énergie. Et ce gouvernement est censé comprendre que 80% de nos populations sont dans des zones rurales et périurbaines. Le gouvernement doit comprendre que nos ressources principales, qui constituent la richesse, qui constituent la production de richesse nationale, mais ces ressources sont dans des zones rurales et périurbaines. Ça c'est un fait, tout le monde le sait. Alors maintenant, c'est question de responsabilité. Il faut que chaque membre du gouvernement prenne ses responsabilités pour faciliter cela. Il n'y a pas que Lancer, mais il y a beaucoup d'outils comme Lancer, mais d'autres sont dans l'eau, d'autres sont dans l'agriculture. Mais ça doit être de manière automatique et voilà. Parce que ça, c'est aussi une faiblesse, il faut le dire. Nous entrons dans des processus pratiques. On prend beaucoup trop de temps pour ça. La lourdeur administrative, maintenant je n'en sais rien de ce qui se passe derrière. C'est la lourdeur administrative, c'est des difficultés ou c'est trop de dossiers que nous avons. Il faut dire aussi que nous sommes en guerre. Il y a plein de paramètres que nous on ne maîtrise pas, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on constate c'est qu'il faut effectivement faire des démarches pour pouvoir accéder à ces fonds. Et en échangeant avec certains gouverneurs, j'ai vu que c'est la même chose aussi. C'est-à-dire, il arrive des fois où il y a des fonds qui sont prévus pour des provinces. Mais si les provinces ne font pas la démarche pour faire décaisser, ça passe aussi, il n'y a rien. Mais ça devait être automatique en fait. Et ça, je prends l'occasion pour interpeller le gouvernement. On essaie, faisons un peu même Je suis sur le terrain, je vois à quel point nous avons des possibilités, de capacité de changer ce pays, de développer ce pays à tous les niveaux. Il y a ces possibilités. Mais il faut à un moment donné que le gouvernement se dise que c'est le moment de pouvoir agir sur le terrain, de pouvoir donner les moyens qui existent. Notre pays a su mobiliser, ça c'est un coup de chapeau à notre ministre des Finances, a pu mobiliser depuis le mois d'avril en termes de plusieurs centaines de millions de dollars. Nous ne souffrons pas aujourd'hui de fonds, on ne souffre pas aujourd'hui des fonds. Mais pourquoi le décaissement est difficile? Je n'en sais rien. Vous êtes en contact direct avec les populations rurales, les populations des zones périurbaines qui ont beaucoup d'attentes par rapport au travail que vous faites sur le terrain. Ces gens vous voient presque tous les jours, vous leur parlez assez régulièrement, d'ailleurs vous communiquez très souvent sur vos contacts directs avec les différentes couches de la population. On commence à avoir l'impression que vous êtes dans la routine, un peu comme la plupart des services publics. Ils font la même chose tous les jours et les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire rien. N'avez-vous pas aussi la même impression? Non, je n'ai pas la même impression, surtout que je suis acteur. Non, chaque jour qui passe, que je passe dans des villages, que j'ai l'occasion de rencontrer nos frères qui sont dans des villages, dans les territoires, ça a toujours été un moment assez exceptionnel pour moi. Chaque fois que je vais à Kinshasa ou je vais ailleurs, je reviens à Mbuji-Mayi ou à Kananga ou dans le Kasaï, j'ai toujours un sentiment que je ne sais pas expliquer. C'est un bonheur en fait, que je ne sais pas expliquer, parce qu'effectivement, je suis en train de voir encore tous ces frères et sœurs en face de moi. Voilà, mais la problématique de l'électrification est multidimensionnelle. Parce que, comme je disais, ce n'est pas seulement quelque chose de technique que l'on fait, ce n'est pas seulement cette dimension financière qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, ou administrative.
Mais c'est aussi une dimension sociale, socio-culturelle très importante. Tout le temps que nous passons à prélever des données dans des sites, à identifier, à vérifier que les sites conviennent, à chercher des moyens financiers, mais c'est le temps qu'on se donne aussi de sensibiliser. Il faut sensibiliser. Mon impression à moi, lorsque je vais dans les villages, la question que je me pose, je dis pourquoi ces gens sont pauvres? Comment sont-ils pauvres? Quand je suis arrivé dans les Kasaï où j'habite actuellement, jusqu'aujourd'hui, je continue à me poser des questions de savoir pourquoi il n'y a pas d'électricité dans cette région depuis toutes ces dizaines d'années. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc nous passons beaucoup de temps aussi dans la sensibilisation et puis dans la définition des modèles économiques. Tout à l'heure, nous avons évoqué la question de pouvoir d'achat. Dans tout ce qu'on fait comme projet, cette question revient et on doit y travailler de manière précise parce que le modèle économique à définir dans un territoire est très différent qu'on doit définir dans l'autre. Et ça prend du temps. Donc ces gens-là sont à nos côtés, ils voient ce que nous faisons, nous leur expliquons des choses, nous les sensibilisons. Ils ont aussi compris que le processus des projets techniques, ça prend du temps, nous ça fait une année. Et voilà, aujourd'hui nous allons arriver à accoucher et ce sera un réel bonheur. Et nous en sommes là maintenant, nous en sommes là maintenant à pouvoir implémenter des projets. Donc pour moi, je ne pense pas que c'est de la routine. Ça a été une belle expérience pendant une année. C'est de la technique, ça demande des études parce qu'il ne faut pas non plus prendre des décisions aléatoires. Je vous donne un exemple. Ici à Mbujimaï, à Movo, il y a eu les Chinois qui sont venus construire une centrale à Movo de 4 MW. Je pense qu'ils l'ont faite sans des études sérieuses. Et cette centrale ne fonctionne pas. Mais il y a de l'investissement, ils ont construit un barrage, ils ont amené 3 machines. Ça a eu un coût, 4 MW, c'est quand même beaucoup. Ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait qu'ils se sont finalement, ils ont basculé sur la Lubi pour faire 2B2BG, qui a fonctionné avec 12 MW. Mais aujourd'hui, la centrale de Movo ne fonctionne pas. Nous sommes en train de réfléchir comment récupérer une machine, utiliser ne fût-ce que le minimum de débit qu'il y a. Ils n'ont pas pris en compte les données hydrologiques qu'il fallait. Donc pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau, donc on ne sait pas produire. Nous essayons de voir comment récupérer une machine, utiliser le minimum de débit qu'il y a pour produire ne fût-ce qu'un mégawatt. On y réfléchit. C'est pour dire que les dossiers techniques, domaines techniques ne doivent pas se faire au hasard. Il faut prendre en compte tous les paramètres pour que la réponse puisse être viable. Si on ne fait pas des solutions viables, la population elle-même là que nous encadrons, que nous sensibilisons, sera la première à pouvoir jeter de pierres contre nous. Et vous, les journalistes, vous serez les premiers à pouvoir relayer tout ça et à nous mettre encore contre mur. Mais faudra-t-il reconnaître aussi que plus le temps passe, plus leur regard envers vous va pouvoir changer lorsqu'ils vont continuer de vous regarder, monter, descendre et que derrière il n'y a pas de la lumière. Ils ne vont pas continuer à vous recevoir de la même manière et l'amour qu'ils vous témoignent et que vous admirez d'ailleurs ne sera peut-être pas le même d'ici 3, 4, 5, 6 mois. Non, je pense que c'est ça d'ailleurs le côté aussi mystique ou émotionnel de la chose. C'est lorsque vous êtes avec eux, vous travaillez avec eux. En fait, nous les impliquons dans ce que nous faisons. La population les implique dans ce que nous faisons. Et comment? Lorsque nous avons un terrain, on a identifié 1 hectare de terrain, mais ils viennent avec, c'est eux d'ailleurs qui nous montrent, voilà, ce terrain, nous on leur dit quel type de terrain on veut, c'est eux qui viennent nous montrer, voilà celui-ci. Et c'est eux qui sont mis dans le travail pour débroussailler et tout ça. On leur explique qu'est-ce qu'on veut faire concrètement là. On leur explique qu'est-ce qui peut être commencé à être réfléchi comme des projets de développement qui vont rencontrer l'énergie que nous allons produire. On les accompagne aussi dans des projets, on réfléchit avec eux, avec les jeunes, on réfléchit sur leurs besoins, mais on accompagne au même moment aussi les activités qu'il y a. À Moupompa, nous avons des équipes de football, par exemple, que nous encadrons, mais ce n'est pas notre boulot, mais on encadre des équipes de football, on essaie d'appuyer les jeunes qui sont là, toujours dans l'accompagnement, dans la dimension socio-culturelle. Donc ces gens ne se fatiguent pas de nous, d'ailleurs chaque fois que nous arrivons, c'est un bonheur pour eux, parce que nous sommes avec eux. Nous les impliquons dans ce que nous sommes en train de faire, ils voient très bien où nous sommes en train d'aller, et puis je crois qu'ils ont les capacités de sentir aussi l'intérieur pour voir la vérité ou la fausseté en fait, et ils le sentent, et vous savez, ces gens eux-mêmes vous font même des propositions au-delà de ce que vous pensez, parce que finalement ils croient en vous. Au stade d'aujourd'hui, nos populations dans les zones rurales croient en nous. Jusque-là, on n'a pas encore perdu la confiance de ces gens et je pense que nous allons, d'ici quelques mois, matérialiser cela, surtout qu'ils sont impliqués tacitement dans la chose. Parce que nous allons vers la fin de cet entretien, M. Damien Twambilangana. Parlons de votre relation avec les autorités provinciales. Vous les avez réunis avec d'autres leaders de la région à Kinshasa pour faire notamment le travail de plaidoyer.
Mais depuis que vous êtes dans la région, est-ce que les gouverneurs de province vous contactent quand même pour vous confier la gestion de certains projets? Non, mais je voudrais plutôt me réjouir du nouveau vent, hein. Je pense que le nouveau vent, avec tous les nouveaux gouverneurs qui arrivent, nous les avons contactés dès le début, hein. Nous avons des contacts bien avec les gouverneurs. À Kananga, par exemple, nous avons un grand immeuble où on a implémenté nos bureaux, mais c'est le gouverneur, hein, qui vient de partir, qui a octroyé ce bureau-là, qui s'est impliqué lui-même à ce que nous ayons des installations qu'il faut, pour que, certes, nous avons fait des travaux, mais c'est impliqué pour que nous ayons des installations qu'il faut afin de faire très bien le travail. Maintenant, il faut dire que nous avons l'obligation de les accompagner. C'est pas pour rien que moi, personnellement, je les ai rencontrés à Kinshasa avant qu'ils ne viennent dans leurs provinces respectives pour échanger avec eux, se faire connaître, partager des contacts, les écouter aussi et voir leur vision et leur partager ce que nous pouvons faire. Parce que c'est aussi un problème d'information. Est-ce qu'ils savent ce que Anser peut leur apporter dans la politique, dans leur politique globale, dans leur programme de développement provincial? Peut-être qu'ils ne savent pas. Et c'est pour cela que nous avons pris des dispositions pour les voir bien avant. Discuter avec eux, leur expliquer ce qu'on peut leur apporter. Ce qu'on peut apporter aux gouverneurs, c'est au-delà de l'électricité. C'est au-delà de l'électricité. C'est vraiment le développement qui accompagne l'électricité. Et je pense qu'avec ce nouveau vent, je suis très confiant. Les différents gouverneurs que j'ai rencontrés m'ont inspiré vraiment confiance. Et nous avons eu l'opportunité de leur dire ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous pouvons apporter par rapport à leur accompagnement. Et pour terminer, vous avez dit tout à l'heure que 20 sites vont être électrifiés dans la région d'ici avant la fin de l'année. Si ce n'est pas un secret, pour le Kasaï oriental où vous vous trouvez maintenant, quels sont les sites qui seront concernés? Vous savez, je ne vais pas me lancer à citer 20 sites. Ça nous prendra 10 minutes. Juste pour le Kasaï oriental. Voilà. Nous avons visé toutes les 5 provinces. Par exemple, le Kasaï oriental, nous avons un site à Tshilenge. Hein, on a deux mini-réseaux à Tshilenge, le Kalaba et un autre. Nous avons à Mupompa, dans le territoire de Kabia-Kamwanga, on a un mini-réseau aussi, une mini-centrale de 200 kW crête, je crois qu'on va implémenter à Mupompa. À Miabi, il y a même 2 projets, c'est-à-dire à Miabi, nous avons la partie avec le mini-centrale solaire, mais nous avons aussi, cette fois-ci, la ligne que nous pensons tirer pour alimenter Miabi, Boya en énergie hydraulique en fait. Hein. Nous étions aussi à Lupatapata hier où nous allons y implémenter 2 mini-centrales aussi. Et puis le territoire qui nous reste dans le Kasaï oriental, c'est Katanda. Katanda, je crois qu'on va le planifier progressivement, hein, parce qu'il y a plusieurs aspects qui nous imposent quand même de mieux nous préparer pour aller à Katanda. Mais sinon, l'ensemble du territoire, et même ici en Mbuji-Mayi, on a prévu aussi de pouvoir implémenter une mini-centrale solaire carrément dans la ville de Mbuji-Mayi. Du moins, ça c'est pour le Kasaï oriental. Et les ressortissants de tous ces coins de la province vous ont suivi, ils ont de l'espoir. Quel est le message que vous leur transmettez alors que nous arrivons à la fin de cet entretien? Oui, hein, je voudrais leur donner un message encore d'espoir, espoir opérationnel, hein, comme on venait d'échanger tout à l'heure. C'est un espoir que nous voulons se matérialiser. J'aimerais leur dire qu'ils ne soient pas attentistes. Ils doivent aussi devenir déjà dynamiques, c'est-à-dire ils doivent aussi préparer le terrain. Ils doivent nous contacter, ils doivent travailler avec nous, ils doivent s'impliquer dans ce que nous faisons, parce qu'en fait c'est pour eux. Ils doivent s'impliquer, ils ne doivent pas avoir une position attentiste. Ils attendent qu'il y a des messies qui vont venir faire des choses et le reste ça ne les concerne pas. Non, ils doivent être impliqués et je voudrais leur confirmer qu'il y a cette détermination, cette motivation à faire tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Bon, maintenant, nous prions Dieu qu'il n'y ait pas d'embûches, qu'il n'y ait pas d'imprévu par rapport à ce que nous avons prévu. Nous prions vraiment Dieu que des facteurs négatifs, des menaces ne viennent pas mettre en mal le processus dans lequel nous sommes. Mais vraiment, s'il n'y a pas d'aléas négatifs, nous allons suivre notre processus tel qu'on l'a prévu. J'ai présenté tout à l'heure le calendrier, c'est celui-là que nous avons prévu de faire. Le temps est très réduit, vous savez, moi je ne dors plus, personnellement je ne dors plus, je n'ai
pas le temps de repos. Pour moi, les jours fériés n'existent pas. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, mais je travaille aujourd'hui. Donc tout ça, c'est pour que nous arrivions à aboutir à ces résultats. Et je leur demande aussi de prier pour nous, parce que toutes ces choses que nous faisons, nous avons besoin aussi de leur prière, parce que moi qui suis chrétien et croyant, la dimension spirituelle aussi intervient énormément. Et voilà, ça c'est le message d'espoir que je leur donne et une invitation à s'impliquer dans ce que nous allons faire. Monsieur Damien Twambilangana, nous rappelons que vous êtes coordonnateur pôle du Grand Kasaï de l'ANSER, qui est une agence gouvernementale qui s'occupe de l'électrification et de l'énergie dans les milieux ruraux et périurbains. Nous vous disons merci. Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions et de vous être livré à cet exercice de redevabilité envers cette population qui vous a regardé et qui vous a suivi, parce qu'en fait, le travail que vous faites, c'est pour le bien de cette même population. Avec le plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci à vous. Je me permets de glisser encore un mot. Parce que je pense que c'est très important, puisque tout à l'heure on parlait de la population. Je voudrais glisser un mot sur les entreprises locales, les sociétés locales, les jeunes qui ont des entreprises dans le secteur de construction, de l'énergie, les jeunes entrepreneurs, nos entreprises locales. Je les invite vivement à s'impliquer dans ce que nous faisons. Nous allons lancer des appels d'offres d'ici peut-être 2 semaines, d'ici quelques semaines. Il faudrait que ces entreprises soient impliquées. Nous nous sommes organisés au niveau de l'ANSER pour que les conditions d'accessibilité ne puissent pas être comme celles fixées généralement par des structures internationales et tout ça, qui sont au-delà des capacités de nos entreprises locales. Dans ce processus, cette dimension est prise très au sérieux. Nous favorisons les entreprises locales. Mais c'est aussi bien que les entreprises locales aient parfois des joint ventures avec des structures internationales expérimentées, parce que nous, on ne produit pas des panneaux solaires, on ne produit pas des turbines. Donc il faut impérativement qu'il y ait ces joint ventures. Ça renforce non seulement les capacités de nos sociétés locales, mais en même temps aussi, ça permet à nos sociétés locales de se créer une finance pour pouvoir grandir, mais d'être aussi impliquées dans le développement de ces pays. Donc c'est un message que je lance à ce que les entreprises locales puissent être attentifs aux appels que nous allons faire. L'appel d'offres sera lancé, d'ailleurs une réunion avec les entreprises est organisée demain, qu'ils soient attentifs de manière à ce qu'ils répondent à ça. Et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler pour que nous puissions les aider, voir comment est-ce qu'ils peuvent être impliqués dans ce que nous sommes en train de faire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous qui l'avez regardé de partout. Prenez avec nous rendez-vous prochainement. Au revoir.